Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine de la recherche clinique à Gustave Roussy. C'est cette année la troisième édition. Dans quelques minutes, le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique de l'Institut et spécialiste international des cancers du poumon, va vous expliquer pourquoi cette thématique 2023 a été choisie, le système immunitaire pour soigner le cancer. Seront à ses côtés la professeure Caroline Robert, chef du service de dermatologie à Gustave Roussy, une des grandes pionnières dans le monde à avoir proposé à ses patients l'immunothérapie pour traiter un mélanome. Nous accueillons également la docteure Camille Digenwald, onco-hématologue et investigatrice principale de l'essai biologique Pionnier, dont nous allons reparler. Le docteur Stéphane Champia est à nos côtés. Il est oncologue au sein du département de l'innovation thérapeutique et des essais précoces à Gustave Roussy, le DITEP. C'est au sein de ce département qu'ont eu lieu les premiers essais chez l'homme. Il est spécialisé en immunothérapie et s'intéresse particulièrement à la manière de gérer les effets secondaires de ces médicaments. La docteure Cristina Castilla-Lorente est oncohématologue et spécialiste de la thérapie cellulaire par CAR-T-cell. C'est elle qui a initié et mis en place ce nouveau type de traitement à Gustave Roussy. Elle est également responsable de l'activité greffe et directrice du programme JACI de thérapie cellulaire à Gustave Roussy. Et enfin, Olivier Lehénaf, patient et dirigeant d'entreprise, est à nos côtés. Nous remercions. Il va vous livrer son témoignage sur son parcours en tant que patient au sein d'un essai mené à Gustave Roussy, entre autres, avec un virus oncolytique. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat durant le webinaire. Nos experts y répondront. Et donc, je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré. Alors, je vais me tourner vers professeur Benjamin Besse. Comme je disais, pourquoi le choix de cette thématique sur l'immunologie et ses promesses? Pourquoi et comment cette thématique également s'inscrit-elle dans la recherche clinique? Merci Raphaël. L'immunothérapie, c'est la deuxième révolution de nos traitements modernes après les thérapies ciblées dans les années 2000. En 2010, on arrive enfin à faire refonctionner le système immunitaire pour qu'il aille combattre la tumeur. C'était un vieux défi et on a eu des médicaments. À Gustave Roussy, on a été pionnier puisqu'on a découvert certains points de contrôle immunitaire. On va en parler beaucoup dans ce webinaire, ces points qui permettent aux cellules tumorales et aux cellules immunitaires de se rencontrer, d'être invisibles ou visibles. On en a découvert comme l'AC3 et puis on a une activité de recherche clinique très importante avec plus de 5 700 patients qui ont participé à un projet de recherche, plus de 500 essais, parmi lesquels beaucoup concernent l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est quelque chose qui plaît aux patients parce que l'idée de réveiller son propre système immunitaire est quelque chose qu'on préfère par rapport à une chimiothérapie qu'on imagine détruire les cellules tumorales comme les cellules saines. On va le voir, l'immunothérapie, ce n'est pas si simple. Quand on réveille trop le système immunitaire, il peut être très agressif et même devenir dangereux. Alors à Gustave Roussy, ce qu'on cherche aussi à savoir, ce n'est pas seulement développer les médicaments de la première administration chez l'homme jusqu'aux essais qui démontre l'efficacité par rapport à un traitement standard, c'est aussi comprendre qui va réellement bénéficier de l'immunothérapie et qui peut-être ne va pas en bénéficier et développer des essais. Par exemple, on a beaucoup de travaux autour du microbiota, l'écosystème dans le tube digestif qui interagit avec le système immunitaire et probablement aide ou à l'inverse, va favoriser, aide à la réponse ou va favoriser certaines toxicités. Voilà, ça paraissait important de revenir sur cette révolution qui est toujours en marche avec de nouvelles modalités qui arrivent dans nos essais thérapeutiques. Et on a ici un panel incroyable qui va pouvoir nous éclairer sur ces modalités. Merci, professeur Benjamin Besse. Effectivement, vous avez dit le mot révolution. Alors, le système immunitaire et l'immunologie, c'est un vaste champ en oncologie. Pour débuter, nous vous proposons de découvrir une petite animation interactive et explicative qui va vous expliquer le fonctionnement à travers 4 types de médicaments qui agissent sur le système immunitaire pour lutter contre le cancer, qui sont actuellement utilisés ou évalués chez l'homme. Le système immunitaire a pour objectif de repérer et éliminer les cellules anormales. Mais les cellules tumorales ne stimulent pas,
peu ou mal le système immunitaire. Elles sont naturellement peu immunogènes et empêchent le système immunitaire d'assurer correctement sa fonction. Par conséquent, les cellules cancéreuses prolifèrent et forment des tumeurs. Pour réveiller le système immunitaire, on utilise des traitements qui le stimulent et l'aident à reconnaître les cellules cancéreuses pour repartir à l'attaque et les éliminer. 4 pistes de réactivation ou de stimulation du système immunitaire sont actuellement utilisées chez l'homme. Le principe est d'empêcher la cellule tumorale d'endormir le système immunitaire. Pour identifier les cellules à ne pas éliminer, le système immunitaire s'appuie sur des récepteurs présents à la surface des cellules. Ce sont les points de contrôle immunitaire. Quand 2 points de contrôle se rencontrent, le système immunitaire est inactivé. Les cellules cancéreuses déjouent ainsi le système immunitaire en exprimant des récepteurs à leur surface pour se rendre furtives. Elles deviennent ainsi invisibles comme si elles étaient des cellules normales et peuvent se développer. Les immunothérapies sont un moyen de restaurer l'efficacité du système immunitaire contre les cellules tumorales en empêchant cette liaison. Le principe est de restaurer les capacités d'un organe défaillant, ici le système immunitaire. Pour cela, on utilise des cellules, soit d'un donneur sain, soit du patient. Les cellules utilisées peuvent être des lymphocytes prélevés dans le sang ou dans la tumeur. La modification consiste à armer ces lymphocytes T d'un récepteur appelé CAR, constitué d'une tête et d'un corps. Cette modification qui a lieu au laboratoire permet aux lymphocytes de reconnaître la cellule tumorale et de s'y lier grâce à la tête du récepteur. On appelle alors ces cellules CAR-T. Le corps du CAR active le lymphocyte qui va ainsi éliminer la cellule cancéreuse grâce à un système de perforation et de sécrétion de molécules toxiques. Il s'agit d'une action directe. Le principe consiste à amener le système immunitaire dans les tumeurs grâce à un virus. Un virus oncolytique est un virus qui infecte ou se réplique dans les cellules cancéreuses, conduisant à leur destruction. Les cellules saines sont ainsi épargnées. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour augmenter la pénétration du virus dans les cellules tumorales. On peut fixer une petite protéine ou modifier les protéines présentes à la surface du virus. La destruction des cellules tumorales diffère selon les propriétés des virus utilisés. Certains détruisent directement les cellules tumorales, d'autres provoquent une réponse immunitaire ou augmentent la sensibilité des cellules tumorales au traitement de chimiothérapie ou d'immunothérapie. En premier lieu, il est nécessaire d'identifier le ou les antigènes qui seront les cibles de la réponse immunitaire. Il s'agit le plus souvent d'antigènes qui n'appartiennent qu'aux cellules tumorales d'un individu donné. Le vaccin est personnalisé à partir d'éléments prélevés sur le malade ou un malade atteint de la même tumeur. Il est composé de cellules cancéreuses entières, de fragments de ces cellules, de protéines, de peptides ou d'ARN. Lorsqu'il s'agit de l'ARN messager, la séquence d'ARN est basée sur les mutations génétiques de la tumeur. L'objectif est de faire produire par les cellules les antigènes qui stimuleront le système immunitaire. L'avantage du vaccin à ARN messager par rapport aux autres stimulants est sa rapidité à être produit. Alors, donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de ces 4 pistes. On va peut-être commencer par les immunothérapies sur les points de contrôle immunitaire. Peut-être tout le monde va réagir, mais peut-être professeur Benjamin Besse, en quoi est-ce qu'on peut dire que ça a été une révolution dans les traitements et dans la prise en charge du cancer? On avait historiquement 2 modèles tumoraux qui étaient le cancer du rein et le mélanome, qui pouvaient être sensibles à certaines formes de stimulation du système immunitaire. Et les premiers résultats avec ces nouveaux médicaments ont été très différents des traitements conventionnels parce qu'une fois que le système immunitaire est éduqué, il peut l'être très longtemps. Et un des éléments qui a marqué sur les premières études d'immunothérapie, c'est la durée de la réponse.
dont on n'avait pas l'habitude avec les traitements conventionnels. Un des premiers modèles, c'est le mélanome, et probablement Caroline pourra nous parler des premiers résultats qu'elle a pu avoir. Oui, c'est vrai, on a été émerveillés, on n'avait quasiment pas de réponse favorable à nos traitements. Et quand sont arrivés, nous, c'était à peu près en même temps les thérapies ciblées et les immunothérapies. Les deux ont apporté un énorme progrès, mais on a eu quand même en dépit de réponses en termes de diminution de taille des métastases peut-être moins fréquentes et moins importantes avec l'immunothérapie, on a quand même eu assez vite une préférence pour ces traitements du fait de ce que vient de dire Benjamin, c'est-à-dire des réponses prolongées et des réponses qui se maintenaient, même des rémissions complètes, c'est-à-dire on ne voit plus aucune lésion, on ne voit plus le cancer, il semble avoir complètement disparu, et dans certains cas, on pense qu'il a été effectivement complètement éradiqué, en dépit du fait qu'on peut arrêter le traitement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu, et on a vraiment maintenant la certitude qu'on peut guérir certains patients. Donc, cette façon comme on l'a bien expliqué dans le petit film, de bloquer un frein, peut suffire parfois, dans certaines conditions, chez certains patients, un petit peu prédisposés sans doute, à guérir un cancer, même s'il est installé dans plusieurs organes. Donc ça, c'était un énorme progrès, effectivement. C'était dans le mélanome. Aujourd'hui, les immunothérapies basées sur les points de contrôle immunitaire, c'est avec de nombreux autres cancers? Oui, c'est dans de nombreux autres cancers. Je laisserai parler mes collègues qui connaissent bien les autres cancers mieux que moi, mais moi, je connais bien les cancers de la peau et je peux vous dire que donc on a le mélanome qui est le plus terrible, mais on a un autre cancer de la peau qui est embêtant aussi, c'est le carcinome épidermoïde, qui est fréquent chez les gens un peu plus âgés et qui peut être très gênant, voire mortel également parfois. Et ce cancer est très sensible à l'immunothérapie aussi. On peut dire, c'est que d'autres cancers ont un gros bénéfice. Dans le cancer bronchique, par exemple, il y a une indication maintenant pour toutes les formes de cancer du poumon, quel que soit le stade. Ce que l'on sait, c'est que certains marqueurs sur les cellules tumorales permettent d'enrichir les populations répondeuses, c'est-à-dire d'être un peu plus certain que l'immunothérapie va fonctionner. Et dans les grands types de cancers les plus fréquents, le cancer du poumon, ça fonctionne. Le cancer du sein, il y a des indications. Les cancers colorectaux, il y a quelques indications. Et là, c'est un autre marqueur, ce n'est pas le PDL1. À peu près 10% des cancers colorectaux vont avoir une très bonne réponse et on le sait, les autres non. Donc, avec les médicaments qu'on a, on traite la plupart des cancers, mais on a encore des progrès à faire sur ces patients qui ne répondent pas. Et peut-être, Stéphane, tu voudras dire un mot là-dessus et comment on peut essayer de faire mieux répondre ces cancers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vécu ces 10 dernières années cette révolution dans différents types de cancers et on voit que malgré tout, il y a une partie des patients qui n'ont pas un bénéfice de l'immunothérapie. Donc, il y a différentes stratégies qui sont développées. Je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on va l'aborder plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a différents axes, à la fois des associations avec des traitements classiques et l'exemple du poumon dont tu parlais est évident. Sur ces 10 dernières années, on a vu que l'immunothérapie toute seule, dans certains cancers du poumon, ne fonctionnait pas et donc il fallait l'associer avec de la chimiothérapie. Donc aujourd'hui, on associe ces immunothérapies avec des traitements conventionnels. Et puis, il y a d'autres axes de développement de l'immunothérapie avec des nouvelles formes d'immunothérapie, puisqu'on parle d'immunothérapie en sens large. La première partie, là, sur les checkpoints, il y a différents checkpoints qui sont en développement. Je pense qu'on l'abordera peut-être un peu plus tard, mais clairement, aujourd'hui, on a des programmes de recherche pour essayer de mieux comprendre pourquoi tel ou tel patient répond ou ne répond pas à l'immunothérapie pour découvrir de nouveaux traitements ou de nouvelles associations. Je pense qu'il faut qu'on dise que checkpoint, donc c'est point de contrôle. Nous, on dit toujours checkpoint, mais bon, c'est pas évident. Et c'est donc ces freins, quoi. C'est ces interactions qui font que le système immunitaire, au bout d'un moment, se calme. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut redire, même si je suis désolée si ça paraît évident pour plein de gens, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est bien montré dans le petit film. La cellule cancéreuse, rappelons-nous, c'est une cellule de nous. Ça ne vient pas du ciel, quoi. C'est nous, une cellule de notre organisme qui se transforme. Donc, c'est pour ça
que parfois, si elle n'a pas eu beaucoup de mutations, elle n'est pas très différente de nos cellules du foie, elle n'est pas éliminée par le système immunitaire. Et il y a quelque chose qu'on a compris progressivement, c'est que plus elle est différente, on sait que le cancer il est caractérisé par une forte... il y a beaucoup de mutations qui se créent dans l'ADN des cellules cancéreuses, elles sont de plus en plus bizarres, et elles le sont d'autant plus que l'agent cancérigène est un agent mutagène. Par exemple, nous, en dermatologie, pourquoi nos cancers répondent bien à l'immunothérapie? C'est parce qu'ils sont liés aux UV en général, que les UV créent beaucoup de mutations, et que du coup, ces cellules, elles sont vraiment très différentes des cellules normales et elles ont une meilleure chance de répondre à l'immunothérapie. Et pour Benjamin, il va nous dire que le cancer du poumon des fumeurs, alors je ne vais pas dire qu'il faut aller prendre des coups de soleil et fumer, bien sûr que non, parce que c'est quand même ça qui va déclencher le cancer, mais en tout cas, ce sont des formes de cancer qui sont très différentes et qui répondent mieux. Et c'est aussi important de comprendre que comme notre immunothérapie, elle va se déclencher contre une cellule de notre organisme, elle peut créer des dégâts collatéraux. Nous, on veut déclencher une maladie auto-immune contre le cancer, mais souvent, on déclenche des maladies un peu auto-immunes contre d'autres cellules. Et là, je pense que Stéphane pourra prendre le relais. Et c'est important parce que, comme disait Benjamin, les gens ils sont très contents d'avoir de l'immunothérapie. Il y a des patients qui viennent et qui disent « je ne veux que de l'immunothérapie » parce que, bah oui, c'est vrai que c'est très sympathique l'idée de se défendre avec ses propres lymphocytes, mais parfois, attention à la toxicité, ce n'est pas de la médecine douce et il faut le savoir et il faut bien être en lien avec son équipe soignante pour qu'on ait, si possible, le bénéfice et pas la toxicité. Oui, Je rebondis peut-être. Ouais. des détoxifiants. Oui, je rebondis complètement sur les propos de Caroline sur les effets secondaires. C'est qu'effectivement, il y a quand même une révolution par rapport aux effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était chimiothérapie ciblée. Les effets secondaires de la chimio, tout le monde les a bien en tête. Les thérapies ciblées, ça peut dépendre d'une thérapie ciblée à l'autre. Et avec l'immunothérapie, on a eu, dans la très grande majorité des cas, des effets secondaires qu'on connaissait très bien avec la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins, voire pas du tout de nausées, vomissements. On n'a pas, quasiment pas de perte des cheveux. Et donc, effectivement, pour les patients, ça a été aussi une révolution parce que du coup, on n'a pas la même image du traitement du cancer avec l'immunothérapie. Et donc, même s'il n'y a pas les mêmes effets secondaires, dans la majorité des cas, les gens quand même ont beaucoup moins d'effets secondaires quand c'est utilisé en immunothérapie seule. C'est sûr, quand vous associez avec de la chimiothérapie, vous avez aussi les effets secondaires de la chimiothérapie. Ça n'empêche que, comme le disait Caroline, le système immunitaire, c'est un organe puissant. C'est quelque chose qui nous défend contre les infections, c'est quelque chose qui nous défend contre le cancer si on arrive à bien le dompter. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui peut être dangereux quand on fait des allergies, quand on fait des pathologies auto-immunes. Et donc, avec les immunothérapies qu'on utilise aujourd'hui, on a appris depuis 10 ans à prendre en charge des effets secondaires qui, dans la majorité des cas, sont peu sévères, mais peuvent parfois être sévères. Le système immunitaire, il agit partout dans l'organisme. Il peut toucher n'importe quelle cellule normale aussi de notre organisme. Et donc, on peut avoir parfois des effets secondaires qui peuvent être dangereux au niveau du poumon, du foie, parfois du cœur. C'est peu fréquent, mais ça n'empêche que ça peut arriver. Et donc, Gustave Roussy, comme plein de centres en France, ont mis en place des réseaux de prise en charge avec des spécialistes d'organes qui ont appris et qui connaissent maintenant ces effets secondaires, qui nous aident à prendre en charge les patients au cas où il y aurait un effet secondaire. Donc ça, c'est une des révolutions aussi qu'on a, nous, en tant que médecins, apprises ces dernières années, c'est apprendre à gérer ces effets secondaires. Et maintenant, on peut dire qu'on a un recul quasiment de 10 ans sur la plupart des effets secondaires, donc on connaît quand même bien ces traitements. Et quand il y a ce type d'effets secondaires, on est à même de les juger. Et puis, deuxième élément, c'est la recherche qui est développée en parallèle. À Gustave Roussy, il y a des programmes de recherche pour mieux comprendre les effets secondaires des immunothérapies contre les points de contrôle, par exemple. Et c'est des éléments qui vont nous aider demain à mieux identifier les patients qui sont plus à risque, à avoir des programmes personnalisés de prise en charge de ces effets secondaires, voire anticiper pour justement éviter la survenue d'effets secondaires. Et donc tout ça, c'est des éléments importants. Alors pour avoir une notion quand même de comment on prend en charge ces effets secondaires habituellement, dans la grande majorité des cas, des effets secondaires qui n'entraînent pas d'effets secondaires graves, on n'a pas forcément besoin d'interrompre le traitement. Mais ce qui est très important, comme le soulignait Caroline, c'est qu'en tant que patient, on n'hésite pas à rapporter au médecin tel ou tel effet secondaire ou à l'équipe soignante, parce que plus on prend en charge tôt un effet secondaire, moins il a de risque d'être sévère et moins il peut entraîner l'interruption du traitement. Si effectivement on doit interrompre le traitement, c'est ce qui va marcher
dans pas mal de fois de cas pour améliorer les symptômes. Et ça peut nécessiter parfois des corticoïdes, des médicaments un peu plus immunorégulateurs, le temps qu'on calme un peu l'effet secondaire et qu'on puisse reprendre l'immunothérapie si effectivement l'effet secondaire n'était pas trop sévère. Mais aujourd'hui, on est capable de prendre en charge une très grande majorité de ces effets secondaires, dans la plupart du cas parce qu'ils sont peu sévères, et dans les cas où ils sont plus sévères, rien qu'avec l'interruption avec les corticoïdes, on a une prise en charge qui permet de rentrer dans l'ordre et de faire que le patient récupère complètement par rapport à l'effet secondaire. Alors, on doit, je pense que Caroline sera la première à me le dire, il y a quand même certains effets secondaires où on peut malgré tout avoir des séquelles, et notamment la thyroïde, qui est un effet secondaire très fréquent. On peut avoir une thyroïde qui fonctionne moins bien. Quand elle fonctionne moins bien, on a besoin de prendre des hormones thyroïdiennes. Et ça peut être un effet secondaire qui peut persister malgré l'arrêt de l'immunothérapie. Et les patients doivent garder cette séquelle d'effets secondaires. Donc, c'est des effets secondaires différents, en règle générale moins sévères, et qui font quand même que les patients vivent mieux, dans la majorité des cas, ces effets secondaires. Docteur Camille Gunvald, ou est-ce que vous voulez réagir, nous partager sur les essais qui sont actuellement menés ou... Par rapport aux inhibiteurs de checkpoint, comme on dit en anglais, ce n'est pas une drogue qu'on utilise énormément en hématologie. Elle a l'approbation pour un seul type de pathologie, qui est le lymphome de Hodgkin. Et donc, c'est une pathologie qui atteint les patients relativement jeunes, et on a un excellent profil de tolérance, mais parce que ce n'est pas la même population que dans les tumeurs solides. Mais en dehors de ça, en hématologie, les inhibiteurs de checkpoint n'ont pas vraiment fondamentalement modifié la prise en charge des patients, hormis pour le lymphome de Hodgkin. Ça va être plutôt un autre type d'immunothérapie dont on va parler un petit peu plus tardivement. Mais on essaye des nouveaux types d'immunothérapie qui vont cibler les lymphocytes T, mais de façon un peu plus spécifique, et c'est ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, en hématologie, on a déjà pas mal commencé et on a des résultats très intéressants, aussi bien dans les lymphomes que dans les myélomes. Donc, ce n'est pas exactement le même profil de tolérance. On en reparlera du coup un peu plus tard. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions sur cette thématique et sur toutes les autres de ce webinaire, n'oubliez pas de nous les écrire dans l'icône questions et réponses. Voilà, donc en attendant peut-être juste les questions et pour rester sur cette thématique, est-ce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles pistes pour des nouveaux bloqueurs de checkpoint immunitaire? Où est-ce qu'en est la recherche? On entend parler, c'était la 4 ou... Ah oui, alors c'était à la 4. D'ailleurs, c'était le premier qu'on a bloqué. C'était à la 4. C'était le premier, le tout premier. C'est pas le meilleur en termes d'efficacité, mais c'est ce qui nous a permis de rentrer dans la thématique. Et puis, en fait, il a été détrôné très vite par un deuxième qui s'appelle PD1, pour Program Cell Death 1, PD1, ou même son ligand principal, PDL1, PD ligand 1. Et c'est quand on bloque cette interaction entre PD1 et ses ligands que là, on a eu l'effet anticancéreux, en tout cas dans beaucoup de cancers, le plus important, avec le meilleur rapport bénéfice-risque. C'est toujours ça. Il faut qu'on voit, OK, ça marche bien, mais il ne faut pas que ce soit au prix de trop d'effets secondaires. Et quand on a ensuite... Parce que maintenant, on a pas mal d'outils, on apprend à les utiliser au mieux, à les optimiser, on peut les combiner. Ensuite, on les a combinés, le blocage de CTLA4 et de PD1. Alors là, on a un effet qui est plus important en termes de bénéfices, mais attention, parce qu'on a beaucoup plus de toxicité. Donc, en ce moment, on essaye vraiment de voir qui a vraiment besoin de cette combinaison, qui est plus forte et plus efficace, mais qui a beaucoup plus de toxicité. Et tout ça, c'est d'autant plus important que ces médicaments, ils sont tellement formidables, finalement, qu'on les utilise maintenant avant le stade métastatique non opérable. On les utilise même en préventif. On les utilise chez des patients chez qui on a opéré une localisation de cancer, mais on a bien peur qu'il y ait d'autres petites cellules de cancer qui se baladent, mais qu'on ne voit pas encore au scanner parce que les groupements cellulaires sont trop petits. On n'est pas sûr qu'il y en a, mais on a un fort doute.
Et là, on donne ce qu'on appelle un traitement adjuvant. Et bien maintenant, ces traitements par immunothérapie, ils sont donnés en adjuvant. Donc, vous voyez que là, on a beaucoup plus à faire attention aux risques parce que, évidemment, on surtraite certains patients qui ne vont de toute façon pas récidiver, mais on leur explique bien qu'on pense que le risque est tel qu'il vaut mieux prendre le risque d'un traitement. Donc, nous, notre rapport bénéfice-risque, on le revisite dans chaque situation. Et on a récemment, dans le mélanome, encore une fois, on a été les premiers à développer enfin, bon, je dis ça, c'est collectif, hein, c'est pas du tout forcément que à Gustave Roussy, c'est la communauté scientifique qui a développé sauf que, comme l'a dit Benjamin, la molécule, elle avait été initialement découverte à Gustave Roussy, LAG3, LAG3. C'est un autre point de contrôle immunitaire qu'on peut bloquer avec un anticorps aussi, va se fixer dessus. Et en bloquant l'interaction de LAG3 avec son ligand principal, on a encore augmenté l'efficacité. Quand on le combine à un anti-PD1, c'est mieux que l'anti-PD1 tout seul. Alors, cette combinaison, elle est nouvelle. Elle n'est pas encore accessible facilement en France. On n'a pas encore le remboursement, mais elle va l'être, on l'espère, bientôt. Et donc, il y a beaucoup d'autres points de contrôle qui sont en ce moment testés. Il y en a qui s'appellent TIGIT. Enfin, il y a beaucoup d'autres molécules qui sont en train d'être testées. Et on espère qu'on aura une meilleure efficacité, mais sans trop augmenter la toxicité. Alors, on va peut-être passer aux questions. Alors, on a une première question, donc plus peut-être sur les essais cliniques, où on est toujours dans ces cadres, hein. On nous demande s'il y a actuellement des essais cliniques prometteurs contre les tumeurs cérébrales de haut grade de type oligo-androgliome anaplasique de grade 3 au niveau de la zone médiane. C'est une question assez ça, c'est précis, ça. Oui. Comme question. Alors, je pense que je ne serais pas vraiment apte à répondre à cette question. Peut-être à mes collègues, à ma connaissance, non, mais… On peut dire qu'il y a quand même des familles de cancers qui sont aujourd'hui pas très sensibles. On l'a vu avec l'hémato, les tumeurs liquides, on va les appeler comme ça. Les tumeurs cérébrales ne sont pas très sensibles à l'immunothérapie et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau a un environnement immunitaire très particulier et peut-être que ça joue. Et ce n'est pas que ça n'est pas sensible à l'immunothérapie, c'est peut-être que ça n'est pas sensible aux immunothérapies qu'on utilise aujourd'hui. Les enfants également sont globalement, ce sont des tumeurs rares, les tumeurs de l'enfant, mais globalement, ce sont des tumeurs qui sont assez résistantes à l'immunothérapie d'aujourd'hui, et là encore avec des environnements immunitaires et un système immunitaire chez l'enfant très différent. Donc, pour répondre à la question des progrès… Mais quand même, il faut dire que l'immunothérapie peut marcher bien dans le cerveau, dans certains… Nous, on a malheureusement chez un certain nombre de nos patients des métastases dans la tête, dans le cerveau. Et l'immunothérapie peut, enfin justement, quand on combine les deux inhibiteurs de points de contrôle, ça marche bien. Ça veut dire que ça peut aller dans le cerveau. C'est pas que c'est impossible. Il faut juste qu'on trouve, pour les différents types de cancers, il faut qu'on trouve les meilleures molécules. Très bien. Alors, on a une question de savoir si l'immunothérapie pouvait répondre dans le cancer du sein triple négatif, peut-être en cas d'échec des différents traitements. Est-ce que ça peut être efficace ou pas? Moi, je… Peut-être donner une réponse même. Ouais, donc moi, je travaille dans les nouveaux médicaments, mais ce qui est sûr, c'est que donc, les cancers du sein triple négatif, ça fait partie des cancers du sein qui peuvent être sensibles à l'immunothérapie. Quand l'immunothérapie est utilisée toute seule, donc dans les premières années, on voyait qu'il y avait malheureusement que 10% des gens à peu près, des patientes qui pouvaient en bénéficier dans des maladies avancées. Depuis, l'immunothérapie est associée à de la chimiothérapie. Et aujourd'hui, les cancers du sein triple négatif, lorsqu'ils sont pris en charge tôt, reçoivent chimiothérapie et immunothérapie et gardent un peu d'immunothérapie dans l'année qui suit. Au-delà de ça, ce qui peut être utile, c'est de discuter des essais cliniques avec des médicaments innovants
puisqu'on sait que globalement, dans les cancers du sein, ceux qui sont triple négatifs pourraient être un peu plus sensibles à l'immunothérapie, mais on est encore dans le domaine de la recherche clinique et pas encore de traitements qui sont validés dans cette situation. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose de peut-être avancer sur une deuxième piste, une deuxième partie. On va maintenant parler des thérapies cellulaires et des CAR-T, comme on a pu voir donc, dans l'animation. Et en fait, on va voir un petit peu en image, en fait, un exemple d'un essai biologique qui est mené à Gustave Roussy avec les CAR-T en thérapie cellulaire. Je vous propose de découvrir ce reportage. Donc, le traitement par CAR-T-cell est un traitement de thérapie cellulaire que l'on peut proposer aux patients atteints de lymphome ou de leucémie. Il consiste à prendre les lymphocytes T du patient, qui sont un type de globules blancs, à les modifier génétiquement et à les réinjecter au patient. Ces lymphocytes T modifiés génétiquement vont être capables d'attaquer directement les cellules tumorales. Bonjour madame. Bonjour. Là, vous n'avez pas trop mal? Non, non, tout va bien. Ça va, vous massez votre balle. Oui, oui. C'est à l'aide de cette machine qu'on va récupérer les lymphocytes B circulants qui vont ensuite être envoyés pour être modifiés génétiquement, et c'est ce qu'on appelle une machine de lymphaphérèse. Donc tout le processus dure approximativement une demi-journée. Les CAR-T-cells restent un traitement relativement récent pour lequel la recherche est encore nécessaire afin d'améliorer le taux de réponse, mais également la tolérance. À Gustave Roussy, on propose systématiquement à nos patients qui vont être traités par CAR-T-cell de participer à une étude biologique intitulée Pionnier. Donc, comme il s'agit d'une étude biologique, le patient, lorsqu'il accepte d'y participer, ne va pas bénéficier directement de cette étude biologique. C'est quelque chose qui est important à comprendre. En revanche, l'objectif sera d'améliorer la prise en charge des patients ultérieurs. Donc, qu'est-ce que la participation à cette étude biologique implique? Lors de l'hospitalisation du patient pour l'administration des CAR-T-cells, on prélèvera un tube de sang supplémentaire par rapport au tube de sang prélevé dans le soin courant. Si un examen de la moelle est réalisé dans le cadre des soins courants, on prélèvera également un tube de moelle supplémentaire. Et enfin, pour la biopsie, s'il s'agit d'une biopsie faite dans le cadre du diagnostic, on essayera d'obtenir des prélèvements de la tumeur supplémentaire. Et en revanche, la biopsie réalisée après l'injection des CAR-T-cells est une biopsie supplémentaire. Elle est faite en radiologie interventionnelle, sous anesthésie locale, et entraîne peu d'inconvénients. On va vous montrer ce qu'on fait avec ces différents prélèvements, donc la tumeur, le sang et la moelle. Venez avec moi. Donc, parmi les 3 types de prélèvements que l'on obtient dans notre étude, on a ici un prélèvement tumoral réalisé quelques jours après l'injection des CAR-T-cells, et on va étudier ces prélèvements avec notre hématopathologiste référente, le docteur Dartig. Alors, je te propose qu'on regarde les lames d'immunohistochimie qui vont nous permettre de caractériser ces cellules qui sont suspectes correspondre à la maladie. Bon, donc là, le fragment de biopsie qui est de bonne taille. Tu as toujours, tu vois, cette prolifération-là de cellules qui sont très atypiques, de grande taille. Donc Camille, regarde, je t'ai scanné les différentes lames qu'on n'avait pas encore vues ensemble. Donc là, c'est la coloration standard en fait qui nous permet de voir que ce prélèvement il n'est pas normal. Le ganglion est remplacé par une prolifération de cellules qui sont ces cellules-là qui sont peu cohésives, de grande taille, elles sont anormales. Et à gauche, le marqueur est un marqueur B, l'anticorps CD79A, qui va permettre de confirmer la nature lymphoïde B de cette prolifération tumorale. Merci Peggy. De rien, à bientôt Camille, bonne journée. Donc là, on a un prélèvement de moelle obtenu
plusieurs semaines après l'injection des carticelles, donc chez un patient inclus dans l'étude Pionnier et qui présente une toxicité hématologique retardée. Et de façon assez intéressante, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait, on retrouvait les carticelles dans la moelle des patients, et plus il y avait de carticelles dans la moelle, plus ils risquaient d'avoir une toxicité hématologique. Et donc c'est cela qu'on est en train d'étudier de façon un peu plus profonde. Monsieur Tisserand. Bonjour. Bonjour. Ça fait presque 4 ans que j'ai un lymphome folliculaire. Très bien, et vous? Ça va. J'ai eu 2 premiers traitements à l'hôpital d'Antony. Bon. Alors, quoi de nouveau? Quoi de nouveau? Bah, écoutez, tout va bien. Hein. Et j'ai rechuté à nouveau au bout de 18 mois après le début du deuxième traitement. Et donc après, j'ai fait le fameux Carticels à Gustave Roussy. Ça fait donc 8 mois que je suis sorti de l'hôpital, 8 mois que je suis en rémission, puisque j'ai passé 2 fois des scanners qui étaient bons. Le médecin a fait la description de cette étude, donc elle m'a demandé si j'étais intéressé pour le faire. Je lui ai dit que oui, donc j'ai signé un document. C'est relativement anodin par rapport au traitement lui-même. C'est quelque chose qui se fait de façon totalement anodine, c'est pas beaucoup d'efforts, quoi. Tout ce qui était prise de sang, c'était fait en même temps que d'autres prises de sang. Donc il y a les analyses de sel. Franchement, c'est pas très contraignant par rapport à l'apport que ça qu'il peut y avoir par ailleurs, quoi. Alors voilà, vous avez pu donc voir ce reportage. Donc là, on parle de CAR-T. Avant d'aller plus loin, peut-être Dr Camille Wigenwald et Dr Cristina Castilla-Lorente, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous expliquer, on a entendu le terme essai étude biologique, ce que c'est? Et expliquer, pardon, le terme étude biologique? Voilà, on entend parler d'une étude biologique, on définit un petit peu, peut-être dire aux internautes ce que c'est. Une étude biologique ne va pas tester un nouveau médicament. Elle a pour but de recueillir des échantillons biologiques afin de tester, afin de soit d'étudier différents mécanismes, soit de résistance, soit de toxicité, dans le cadre d'un traitement. Donc, il s'agit uniquement de prélèvements biologiques. Néanmoins, si c'est des prélèvements en dehors du contexte traditionnel des soins, il s'agit quand même d'une étude pour lequel il faut absolument demander au patient son accord, etc. Donc là, ça a l'air très prometteur. Est-ce que donc on peut revenir un petit peu sur cette thérapie de thérapie, ce qu'on appelle thérapie cellulaire et CAR-T? Juste pour rebondir à ce qu'a dit Camille, maintenant, dans la pathologie lymphoïde, par exemple, le Carticel, c'est des médicaments qu'on peut utiliser en routine. Donc, effectivement, c'est plus dans le cadre, il y a des essais aussi, mais ce n'est pas des médicaments expérimentaux. Mais par contre, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. D'abord, pourquoi il y a des patients qui répondent et d'autres qui ne répondent pas. Pourquoi il y a des patients qui développent des toxicités et d'autres non. On voit de plus en plus de toxicités à long terme pour lesquelles on ne connaît pas du tout les mécanismes. Et c'est là où il y a la place de ces études biologiques, comme l'étude de Camille, que je pense que c'est très important, même pour des médicaments qui ont déjà dépassé la phase des essais cliniques. Et justement, dans ce cadre-là. Et effectivement, pour les patients lui-même, il n'y aura pas un bénéfice tout de suite, mais ça va nous permettre de connaître encore mieux ces molécules et pour peut-être, pourquoi pas, développer des essais cliniques basés sur les résultats de ces études biologiques. Après, pour parler un peu plus de Carticel, aujourd'hui, ça a changé la prise en charge de certaines maladies néoplasiques hématologiques, à tel point que c'est devenu ce qu'on peut dire la routine.
et surtout pour les lymphomes B à grandes cellules et pour les leucémies aiguës lymphoblastiques B réfractaires. Et c'est une stratégie pour comparer, par exemple, en termes de toxicité, surtout toxicité aiguë, elle est très bien tolérée, à tel point que, par exemple, chez les lymphomes, on n'a pas de limite d'âge, alors que, par exemple, l'autogreffe, que c'est ce qui était le standard jusque-là, et normalement, on ne fait pas d'autogreffe, que c'est une chimio qui s'est basée sur les fortes doses de chimiothérapie aux patients qui sont âgés, à plus de 70, 75 ans. Donc, et aussi des patients comorbides. On ne fera pas... par contre, le carticelle en aigu, c'est très bien toléré, par exemple. Docteur Camille Luganvad, ou quelqu'un veut réagir, donc bien toléré, assez peu de toxicité et donc très utilisé dans tout ce qui concerne lymphome et donc certaines tumeurs en oncohématologie. Moi, je voudrais juste dire qu'on a vraiment hâte, nous, dans les tumeurs solides, d'avoir identifié des cibles contre lesquelles on pourrait élever des CAR-T. On aimerait bien pouvoir utiliser ces stratégies de traitement qui sont extraordinaires parce que tous nos patients ne répondent pas à nos médicaments et ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de recherches maintenant pour essayer de trouver contre quelle cible moléculaire on pourrait éduquer des CAR-T pour qu'elles aillent combattre. Donc ça, c'est important. Et je pense aussi, je me permets d'insister quand vous dites recherche biologique, je suis sûre que la plupart des patients qui sont ici et qui discutent avec nous sont convaincus de l'intérêt de participer à ces recherches biologiques. On leur explique bien qu'on espère que ça peut leur servir à eux, mais ce n'est pas sûr que ça va leur servir à eux personnellement, mais que si c'est quelque chose qui n'est pas trop difficile pour eux, si c'est une prise de sang ou si c'est une biopsie d'une lésion accessible, ça nous permet de faire des bonds en avant et de pouvoir traiter mieux les autres patients parce qu'on a besoin de recréer l'environnement de ce qui se passe chez le patient à l'extérieur. On ne peut pas tout tester et c'est vraiment important. Enfin, je pense que les gens le savent, mais je pense que c'est important de répéter. C'est grâce à ça qu'on avance en science. Alors justement, peut-être avant d'aller un peu plus loin, on a quelques questions à ce sujet. On nous demande dans le fil, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. On nous demande, à propos des CAR-T-cells, les essais cliniques sont-ils en cours avec des CAR-T-cells de donneurs? Et si oui, pour quel type de cancer? Qui veut répondre? Je vais me permettre de répondre à cette question. Donc, effectivement, là, ce qu'on fait à Gustave Roussy, ce sont des CAR-T-cells avec les lymphocytes T du patient. Mais il y a plusieurs essais dans le monde qui évaluent l'intérêt de CAR-T-cells de donneurs. Comme ça, on n'aurait pas besoin d'attendre la production de ces CAR-T-cells. On devrait avoir ce type d'essai à Gustave Roussy dans les prochaines années. Après, pour l'instant, la première approche, ce sera dans les cancers hématologiques. Et après, on verra si c'est une approche intéressante par rapport au CAR-T-cell autologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va injecter des lymphocytes d'un autre patient, les lymphocytes de ce patient peuvent aller attaquer votre organisme. Donc, il faut rajouter des modifications génétiques dans la cellule pour éviter qu'il y ait une attaque trop importante de ces CAR-T-cells. Donc, ça fait des modifications génétiques supplémentaires. Donc, l'avenir nous dira si cette approche va être plus intéressante que les CAR-T-cells autologues, parce que ce qu'on craint avec les CAR-T-cells du patient, c'est que les globules blancs du patient sont déjà très fatigués par des traitements antérieurs. Néanmoins, en hématologie, et notamment dans le lymphome B diffus à grandes cellules, cette hypothèse se vérifie un peu moins parce que les CAR-T-cells sont maintenant proposés très tôt dans la prise en charge du lymphome. On a une autre question de savoir si il existe des CAR-T-cells efficaces sur d'autres indications que les lymphomes et les leucémies. Vous en parlez, professeur Robert, sur des tumeurs solides. C'est pas encore au point parce qu'on n'a pas identifié de cible qui soit suffisamment spécifique, soit bien exprimée à la surface de nos cellules, de nos cancers solides,
qui soit une bonne cible pour les CAR-T-cells, parce qu'il y a eu quelques tentatives, mais bon, il faut que ce ne soit pas exprimé par d'autres cellules. Il ne faut pas qu'on aille détruire d'autres cellules. Puis une autre difficulté, je rebondis, Caroline, sur ce que tu dis, sur le fait que nos CAR T-cells, quand on les utilise en hématologie, la cible, elle est dans le sang, dans la moelle, donc c'est plus simple, les cellules sont déjà là où elles doivent agir, alors que les tumeurs solides, la difficulté, c'est que ces cellules, elles doivent atteindre la tumeur là où elle est, dans les tissus. Et donc, il y a une des avancées, même si c'est un peu tout se développe en même temps, et notamment dans le mélanome, ça a été d'aller prélever les lymphocytes dans les tumeurs solides. Et je pense dans le mélanome, il y a eu des résultats, mais sur des tumeurs effectivement pas forcément très avancées, où on prélève les lymphocytes du patient, on les amplifie et on les réinjecte au patient. Donc, on est toujours dans de l'autologue, mais cette fois, on va aller chercher directement dans la tumeur. Dans les nouveautés qui se développent et qui sont dans le cadre de la recherche clinique, il y a à la fois, comme tu le dis, Caroline, de cibler d'autres types d'antigènes, donc d'autres cibles spécifiques à tel ou tel cancer solide. Il y a aussi peut-être parfois l'utilisation d'injections de ces cellules directement dans le site tumoral, parce qu'on peut injecter l'immunothérapie en intratumoral qui se développe, mais on est effectivement aujourd'hui dans des choses très précoces. On parlait tout à l'heure des tumeurs cérébrales, les maladies cérébrales primitives, donc les maladies où le cancer est uniquement localisé dans le cerveau. Pareil, il y a des choses qui se développent à ce niveau-là, mais on est dans des choses qui sont vraiment dans le domaine de la recherche et qui ne sont pas encore, qui n'ont pas fait leur preuve suffisante de leur efficacité pour arriver à être disponibles pour l'ensemble des patients. Oui, quoique c'est vrai, Stéphane. On n'a pas encore, on ne sait pas encore comment éduquer des lymphocytes avec des armes comme vous faites pour les CAR, mais c'est vrai, on prend les lymphocytes des métastases, on les cultive en dehors dans des boîtes et on les stimule et on les réinjecte. Et ça va arriver, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, mais qui nécessite quand même un traitement préalable du patient qui est assez toxique. Mais je dirais que ça se démocratise parce que maintenant, on arrive à les garder congelés, ces lymphocytes qu'on appelle des TILs, parce que c'est des T-cells qui infiltrent les tumeurs, Tumor Infiltrating Lymphocytes. Et je pense et j'espère qu'on arrivera à avoir ça plus à disposition dans d'autres centres que des centres ultra spécialisés. C'est vrai ? Ça va arriver, ça aussi. Mais il va falloir aussi que ces techniques deviennent un peu moins toxiques et plus faciles d'utilisation. On a une question alors à savoir si les CAR T-cells sont utilisés sur les leucémies aiguës pédiatriques. Oui, mais en fait, les premières essais, c'était justement, en fait, les LAL des enfants, les LAL-B, et là, les taux de guérison très élevés, mais pour ceux qui ne répondent pas à la première ligne, les thérapeutiques, après, les résultats étaient très décourageants. Et donc, c'est une des indications principales de CAR T-cell aujourd'hui. Et dans les LAL-B réfractaires ou en rechute après 2 lignes de traitement. Donc, on le voit, des enfants et jeunes adultes, à moins de 25 ans. Oui. On entend parler dans le reportage de l'essai Pionnier. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot de ce très vaste essai qui est conduit à Gustave Roussy? Pionnier, c'est ce que j'ai expliqué dans le reportage. C'est une étude biologique où on prélève du sang lors de l'hospitalisation du patient. On prélève de la tumeur uniquement si la tumeur est facilement accessible, évidemment. Et on prélève des tubes supplémentaires de moelle si une biopsie de moelle est réalisée afin d'étudier vraiment. Déjà, on est capable de voir les CAR T-cells dans la tumeur, de voir les CAR T-cells dans la moelle. Donc, ça nous permet, c'est assez incroyable quand on y pense, ça nous permet d'examiner dans le tissu le produit qu'on injecte et de voir s'il a gardé toutes ses capacités d'activité contre la tumeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de regarder grâce au prélèvement de Pionnier, l'essai biologique en question. Je peux rebondir, c'est un peu dans l'ADN de Gustave Roussy d'essayer de comprendre les mécanismes initialement de résistance aux médicaments, et on avait des gros programmes qui s'appelaient Moscato Matcher, où les patients acceptaient une nouvelle biopsie avant et parfois après, sans avoir de bénéfices réellement directs, mais pour nous aider à comprendre les mécanismes de résistance. Et on a développé des programmes
comme Pionir sur certaines thérapies particulières, mais aussi associées à d'autres nouveaux médicaments, comme ces nouvelles chimiothérapies qui sont liées à des anticorps, qui sont ciblés, on va les appeler comme ça. Et on a un programme Icarus dans le cancer du sein et du poumon, qui sont des programmes où les patients acceptent d'avoir des biopsies en cours de traitement et en cas d'échec du traitement pour nous aider à comprendre. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être avancer et passer donc encore une fois à une autre piste prometteuse, qui sont donc les virus oncolytiques. Vous en avez peut-être entendu parler. Et on voudrait vous montrer un exemple d'un protocole d'études cliniques pour la France aujourd'hui. Mais avant d'explorer cette voie scientifique, je souhaiterais qu'on donne la parole à Olivier Lehénaf, qui est l'un des rares patients français à avoir intégré à Gustave Roussy un protocole d'études cliniques sur l'utilisation de ce qu'on appelle RP1 en association avec une immunothérapie. Olivier Lehénaf, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi, dans quel cadre on vous a proposé ce protocole? Écoutez, volontiers, et puis merci de m'avoir invité à ce webinaire. Pour être honnête, c'est la première fois que je participe à un webinaire avec beaucoup de médecins. Bravo pour la pédagogie, parce que franchement, je pense que vous avez expliqué des choses très compliquées auxquelles j'ai tout compris, sans aucun background médical, même si forcément je m'intéresse beaucoup plus aux problématiques du cancer depuis quelques temps. Donc, mon histoire, je pense, est beaucoup en résonance par rapport à tout ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure, entre l'immunothérapie, les effets secondaires et effectivement le virus oncolytique. Donc, juste pour résumer rapidement mon histoire, elle a démarré en plein Covid, quelque part, donc déjà avec une identification assez tardive d'un mélanome, donc un mélanome sous le pied qui était en stade assez avancé. Une prise en charge assez rapide, donc face à cette constatation, d'abord avec un traitement, une opération pour une exérèse finalement d'abord du mélanome, donc qui était sous le pied, et de la chaîne ganglionnaire, donc qui était à l'aine. C'était à l'hôpital Bichat avec 3 semaines d'hospitalisation, puisque pas mal de complexité de cicatrisation dans ces cas-là. Que ce soit sous le pied ou que ce soit au niveau de l'aine. Ensuite, mise en place d'un premier traitement d'immunothérapie, donc directement après l'opération, donc que j'ai suivi pendant 3-4 mois. Après l'opération, il n'y avait plus de traces du tout du cancer. Donc les ganglions avaient complètement disparu, il n'y avait plus d'autres ganglions. Et donc malheureusement, après 3-4 mois d'immunothérapie, on a redécouvert de nouveaux ganglions. Donc finalement, au constat d'échec de cette première immunothérapie, à ce moment-là, il m'a été proposé une double immunothérapie. Donc une première immunothérapie associée à une deuxième immunothérapie. Une première injection, donc qui s'est très bien passé, sachant qu'on m'avait alerté sur les risques quand même, il y a ce double traitement. Et une deuxième injection qui a provoqué des effets secondaires extrêmement violents. Alors, je ne saurais pas l'expliquer sur un plan purement médical. Ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est qu'un dérèglement de l'hypophyse, donc qui a provoqué en fait un dérèglement finalement de tout le système de régulation du corps, avec des traits grossières, non pas perte de conscience, mais je ne savais plus vraiment où j'habitais, mais en tout cas, donc nécessité de m'hospitaliser en urgence. D'ailleurs, par rapport à ce qui a été dit, je crois, par le professeur Bess là, sur les effets secondaires, force est de constater que je pense qu'il y a un sujet finalement de sensibilisation de l'ensemble du corps médical aux problématiques d'effets secondaires dans les cas d'immunothérapie, puisqu'en fait j'ai été hospitalisé donc en urgence dans un autre hôpital que dans celui dans lequel j'étais traité, et finalement avec une mauvaise prise en charge, parce que non compréhension finalement de ce que pouvaient être les effets secondaires de l'immunothérapie. Bon, bref. Suite à cette grosse prise, donc interruption de ce traitement-là, il a été soigné justement à travers un très fort traitement de corticoïdes, donc que j'ai suivi pendant 2 mois, avec là aussi pas mal, non pas d'effets secondaires, mais d'autres effets liés à une infection liée au traitement sous perfusion, puis comment dirais-je, une thrombose, puis allergie médicamenteuse, enfin bon bref, un panorama qui a été assez compliqué à traiter.
Mais finalement, donc, je me suis sorti et on m'a proposé un nouveau traitement d'immunothérapie, donc le 3e en fin de compte, donc, que j'ai suivi pendant 2 mois, toujours sans effet. Donc là, l'oncologue qui me suivait à l'époque m'a dit, bah, écoutez, a priori, vous rentrez maintenant dans le champ des traitements palliatifs, les traitements conventionnels donc, ne fonctionnent plus, à moins que je puisse identifier un nouveau traitement. Donc, en l'occurrence, j'étais suivi à Léon Bérard, donc ces traitements-là n'existaient pas, mais je vais faire le tour donc, un peu de tous les centres. Et elle m'a dit, bon, j'avais prévu de prendre des vacances. Elle m'a dit, bah, prenez des vacances et puis on fera le point à votre retour. Et à mon retour, donc effectivement, elle m'a dit, bah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai identifié à Gustave Roussy, donc potentiellement un traitement qui est complètement expérimental, celui-là, mais je pense que ça vaut le coup que vous le suiviez. J'ai déjà pris rendez-vous pour vous, et effectivement, donc c'était le cas. Donc, dès le lendemain ou le surlendemain, j'étais à Gustave Roussy, donc dans le service du professeur Robert. Donc, où à la fois on m'a examiné, on m'a expliqué le contexte du protocole, à la fois qu'est-ce que ça voulait dire un virus oncolytique, puis je vais revenir rapidement dessus, mais également tout ce que ça voulait dire d'être suivi dans le cadre d'un contexte expérimental. Bon, bien entendu, par rapport à tout ce qui a été dit, je n'ai que souscrit à l'idée de participer à ce protocole-là, d'une part parce que bah, finalement, dans mon cas, il n'y avait plus beaucoup d'autres perspectives positives, et je fais partie des gens qui sont convaincus que finalement chaque cas peut contribuer d'une manière ou d'une autre au progrès de la science. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là finalement que j'ai accepté de participer à ce protocole. Donc en quoi ça consiste, et je pense que les médecins ensuite compléteront beaucoup mieux que moi ce que ça veut dire, en tout cas pour moi ce que j'en ai compris. Hein. Donc le virus oncolytique, c'est un virus qui est destiné donc à traiter des cancers, hein, d'où le terme oncolytique. En l'occurrence, dans mon cas, c'était le virus de l'herpès, donc qui a été modifié. En fait, donc pour attaquer les cellules malades, donc injecté à travers, d'ailleurs on voyait dans un des reportages, dans un service de radiologie interventionnelle, donc on met une aiguille pour aller chercher un ganglion, donc en ce qui me concerne c'était un ganglion inguinal, donc dans le ventre, hein. Donc assez compliqué parce qu'il faut aller chercher le ganglion, forcément il n'est pas tout de suite accessible, donc l'intervention est assez compliquée, un peu douloureuse quand même, parce que même si on parle d'anesthésie locale, je pense qu'il y a un petit délai entre le moment d'anesthésie et le moment où elle est vraiment efficace. Donc, c'est un petit peu douloureux, mais finalement, par rapport aux bénéfices, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai suivi 10 séances d'injection de ce virus oncolytique et en parallèle, donc, on a démarré à nouveau un traitement immunitaire, donc, comme ça a été expliqué, donc, pour stimuler le système immunitaire, donc en même temps qu'on traitait les cellules malades. Donc, j'ai fait ce traitement pendant une dizaine de séances, donc ça s'appelle le protocole IGNIT, et donc dans le même cadre, donc j'ai suivi des scanners tous les 2 mois. Et au bout du 3e scanner, donc après 4 mois de ce traitement-là, donc il a été constaté, donc ce que les médecins appellent une rémission partielle, hein, donc puisqu'il y a une constatation de réduction finalement à la fois de la taille et de l'activité des ganglions de l'ordre de 30%. Donc je comprends que, en tout cas, c'est considéré comme un succès. Moi, je le considère comme un succès en ce qui me concerne, hein, puisque donc, il n'y a eu plus d'autres perspectives. Et donc depuis, donc ça fait maintenant depuis le mois de septembre 2022, je suis des séances d'immunothérapie une fois par mois, donc pour continuer à stimuler les cellules saines. Et j'ai envie de dire depuis, bon, ça va. J'ai plus d'effets secondaires particuliers, si ce n'est une fatigue importante, mais qui ne m'empêche pas de travailler. Effectivement, comme c'est dit dans la légende, c'est une responsabilité d'une entreprise assez importante. Donc, je continue mon activité à temps partiel. Donc, je n'ai plus la capacité à travailler à temps complet. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à s'entourer. Mais en tout état de cause, j'ai envie de dire, ce protocole me permet d'avoir une vie quasiment normale aujourd'hui, de continuer mon activité professionnelle, de continuer à avoir de l'espoir, et finalement de me dire que, à travers tout ce qui est en train de se passer dans les traitements du cancer, il convient quand même d'être résolument optimiste. Voilà. Merci pour votre témoignage. Oui, je trouve que c'est très bien expliqué. C'est vraiment ça. En fait, l'immunothérapie par blocage de points de contrôle, comme je disais, c'est aspécifique. Et là, avec le vaccin, on injecte le vaccin dans une métastase. Le vaccin
le virus, pardon. Je dis vaccin parce qu'en fait, le virus, il va détruire des cellules tumorales, donc on espère qu'il va faire une forme de vaccination, justement. Il est cytolytique, ça veut dire qu'il lyse des cellules, donc il va faire exploser des cellules cancéreuses qui vont libérer leurs antigènes, et en plus, ce virus, on l'a équipé avec des molécules qui le rendent plus, enfin, qui stimulent le système immunitaire en plus sur place. Donc, on espère créer, on donne l'inhibiteur de point de contrôle pour stimuler l'immunité de façon globale, mais on essaye de la diriger contre la tumeur avec ce virus dont on espère qu'il va faire un peu office de vaccin. Et c'est pour ça, enfin, c'est un peu l'idée qu'on a quand on fait cette combinaison. Et c'est vrai que on est drôlement embêté une fois que la double immunothérapie ne marche plus, parce que c'est un peu le meilleur qu'on a en traitement standard. Donc, si on a un traitement qui nous permet d'avoir une efficacité au-delà de ce traitement qui est le meilleur de nos traitements standards, c'est formidable. Donc, on espère que vous serez nombreux à répondre et que cette combinaison de virus et d'anti-PD1, puisqu'il s'agit d'un anti-PD1, va arriver à démontrer suffisamment d'efficacité pour qu'elle arrive sur le marché. C'est vraiment comme ça que ça marche. S'il y a suffisamment de réponses, ça va pouvoir être considéré comme un traitement standard plus tard. On en est au début de cette piste, on le voit là avec Non, parce que là, on est déjà, on a déjà passé les stades, les premiers stades du développement, c'est des tout petits groupes de patients où on essaye, on fait très attention, on fait des petites doses pour voir si ce n'est pas toxique, hein, dans ce qu'on appelle les phases 1. Et après, on amplifie le nombre de patients. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on compare par rapport à un traitement standard. Donc là, ici, dans cet essai clinique, ce n'est pas le cas où on a un groupe de traitement contrôle. On est encore à un stade puisque on est un peu au bout de nos possibilités de traitement une fois qu'on a échappé à cette double immunothérapie. Donc, en fait, toutes les réponses qui vont arriver vont avoir une forte valeur. Mais c'est vrai que la compagnie qui développe ce virus va essayer d'avoir une autorisation de mise sur le marché sur la base de ces résultats-là, mais il va falloir qu'elle le confirme avec un essai où elle va comparer 2 bras de traitement. Bon, c'est les règles de la mise sur le marché, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. Oui, c'est intéressant, vous avez parlé d'essais de phase 1. Ensuite, il y a des essais de phase 2. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement pour les internautes qui nous suivent les phase 1, phase 2, phase 3? Et je vais peut-être laisser mon directeur de la recherche clinique faire ça, Benjamin. Les phases 1, ça va de la première administration chez l'homme ou les premières combinaisons chez l'homme, et c'est trouver la dose efficace pour le minimum de toxicité. Donc, c'est des tout petits groupes de patients chez lesquels on augmente les doses. On commence à des doses qui sont calculées par rapport à ce qu'on appelle les modèles précliniques, en particulier les modèles animaux. Et ensuite, on augmente jusqu'à trouver la bonne dose et éventuellement, on peut donc les poursuivre en association. Et puis, en phase 2, on passe sur des groupes homogènes de patients. En phase 1, globalement, on peut inclure, en règle générale, les patients, quel que soit leur type de cancer. Et puis en phase 2, on traite des groupes homogènes de patients, par exemple, qui ont eu un mélanome qui a résisté à l'immunothérapie. Voilà, c'était un groupe homogène et c'est souvent des populations qui vont, on va dire, de 20 à 100 malades chez lesquels on cherche à démontrer l'efficacité. Une fois que l'efficacité est démontrée, aujourd'hui, la plupart des autorités de santé demandent à ce qu'on démontre un bénéfice par rapport à un traitement standard, et s'il n'y a pas de traitement standard, par rapport à un placebo. On est parfois, nous, assez frustrés quand on a un niveau d'efficacité extrêmement intéressant, d'avoir à passer par cette étape de phase 3, où on est persuadé que l'on donne d'un côté un traitement extrêmement prometteur, et de l'autre, un placebo qui aura a priori aucune efficacité. C'est, comme l'a dit Caroline, les règles du développement, à la fois pour la mise sur le marché par notre autorité de santé européenne, mais aussi pour les remboursements des malades, des patients, les remboursements, pardon, dans chaque pays.
Vous avez parlé, je reste un petit peu juste sur les essais, et peut-être que là, on peut avoir on pourra avoir le témoignage d'Olivier Léhenaf. Vous avez parlé d'essais randomisés, il y a des essais comparatifs. Est-ce que sur les essais cliniques, peut-être qu'on pourrait dire innovants, quoique tout essai clinique est un peu innovant, mais sur des vaccins, par exemple, des virus oncolytiques, on peut aussi comparer, faire une randomisation? Bien sûr. On a récemment beaucoup entendu parler dans la presse, et ça vient d'être présenté au dernier congrès de recherche en cancérologie, d'un vaccin à base d'ARN. Vous savez qu'avec le Covid, on a très vite progressé pour fabriquer des vaccins ARN. Et comme on le disait dans le petit film, ils ne sont pas très chers, ils sont assez vite faits, et ils ont l'avantage aussi de stimuler le système immunitaire par deux voies différentes. C'est-à-dire qu'ils peuvent stimuler différents types de lymphocytes, et on peut avoir des réponses de cellules, de lymphocytes T, et aussi des réponses anticorps fabriquées par d'autres types de lymphocytes. Donc, c'est bien. Et on a récemment mené, ça a été mené d'ailleurs pas en Europe, mais aux États-Unis et en Australie. Et là, on va initier un essai plus large. Un essai donc randomisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une répartition au hasard des patients qui vont recevoir le traitement A ou le traitement B. Le traitement A, c'est le traitement de référence. Je vous parlais du traitement préventif par anti-PD1. Une fois qu'on a été opéré d'un mélanome, on ne voit plus rien. Un mélanome avec une métastase bien limitée en général, un site ganglionnaire. Donc, on enlève, et après, comme il y a un risque de récidive, un risque que des cellules soient encore présentes, des cellules cancéreuses soient encore présentes dans l'organisme, on donne un traitement pendant 1 an par un anti-PD1. On a déjà démontré par un essai qui était versus placebo, comme on a dit tout à l'heure, que c'était plus efficace parce qu'avant, on n'avait pas de traitement efficace. Et là, maintenant, ce traitement déjà efficace qui diminue le risque de récidive, on l'a comparé en faisant une répartition comme ça au hasard, donc traitement standard pendant 1 an par anti-PD1. Et dans l'autre groupe, c'est ça, c'était un peu un tour de force technologique, les patients avaient une analyse de leur métastase ganglionnaire, une analyse des séquences d'ADN qui étaient mutées. On a parlé des mutations parce que si elles sont mutées, elles vont peut-être être immunogènes, c'est-à-dire qu'elles vont être considérées par le système immunitaire comme étrangères. Et donc, ces séquences d'ADN, elles ont été transformées en séquences d'ARN, puisque l'ADN est transformé en ARN assez facilement dans l'organisme, mais aussi à l'extérieur de l'organisme. Et ces séquences d'ARN, on les a encapsulées dans une petite vésicule et on les a administrées comme vaccin en même temps qu'un anti-PD1. Donc, dans le bras qu'on testait, c'était vaccin ARN avec des séquences, mais ce qui est particulier, c'est qu'elles sont personnalisées parce que c'est pour chaque patient qu'on a regardé quelles étaient les mutations immunogènes. Que malheureusement, on n'a pas des mutations standards on n'a pas des cibles standards qui marchent pour tout le monde. Ce vaccin, donc, c'est un peu un tour de force technologique, comme je disais, et c'est une phase 2, donc il n'y a pas énormément de patients, mais c'est très prometteur parce que ça a l'air d'être plus efficace. Donc oui, on peut faire des essais randomisés parce que là, il y a un essai de phase 3 qui va débuter avec plus de 300 patients dans chaque bras, anti-PD1 versus anti-PD1 plus vaccin ARN. L'idée d'un vaccin personnalisé dans la médecine de précision, vraiment peut-être plus tard, peut-être pas pour chacun, mais en tout cas vraiment adapté, ça se profile, on peut y croire? Ben oui, et pour chacun, ce serait bien sûr. Je pense qu'on va y arriver, ça progresse vite. Après, juste un point par rapport aux différents types d'immunothérapie. On a parlé checkpoint, on a parlé thérapie cellulaire, on a parlé virus oncolytique et on parle maintenant de vaccin ARN. Il faut bien comprendre que en fait, chacun de ces traitements sont un peu complémentaires et que chaque patient est différent. Certains vont avoir peut-être besoin du vaccin ARN, d'autres pas forcément, plutôt du virus, d'autres les checkpoints suffiront, etc. Et ce qui se développe notamment à Gustave Roussy aujourd'hui, c'est d'essayer de mieux comprendre comment sont les environnements immunitaires, comment le système immunitaire de chaque patient réagit au cancer,
pour à terme mieux identifier quel sera le meilleur traitement, quelle sera la meilleure immunothérapie à proposer. Parce qu'en fait, c'est des immunothérapies qui sont complémentaires. Certains patients ont déjà une réponse immunitaire présente mais endormie, et les checkpoints vont fonctionner. D'autres vont avoir une réponse immunitaire absente, complètement, le système immunitaire ignore complètement la tumeur, et c'est là où ces vaccins ARN, ces virus oncolytiques vont avoir un rôle. Donc on le voit en fait aujourd'hui, ces différentes stratégies thérapeutiques, on va essayer de les mettre dans le bon ordre pour chaque patient de façon personnalisée. Donc on développe beaucoup à Gustave Roussy cette personnalisation des traitements. Et aujourd'hui, ça passe pour l'immunologie via des essais biologiques, comme a mentionné le docteur Bigenwald, sur le fait de mieux comprendre comment est l'environnement immunitaire de chaque patient pour à terme choisir la bonne stratégie thérapeutique. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça sera possible de prédire comment le patient va répondre à telle immunothérapie ou à tel vaccin? Est-ce que si à l'avenir, c'est en train d'être fait? C'est pas encore la routine, mais on va y arriver aussi, je pense. On arrive maintenant à prendre... on arrive, c'est comme... En fait, moi, j'aime bien prendre l'image d'un iceberg. On voit la partie qui est dehors et peu à peu, on descend le niveau et on comprend un peu mieux ce qui se passe en dessous, les choses invisibles. On arrive à faire ce qu'on appelle des biopsies liquides et on voit des mutations de l'ADN tumoral qui circulent dans le sang. Donc, ça peut nous dire que la maladie est encore là quelque part alors qu'on ne la voit pas. On peut comprendre un peu mieux ce qui se passe entre l'hôte, c'est-à-dire nous-mêmes, et le cancer qui se développe chez nous. On peut comprendre un peu les étapes de cette bataille en analysant ce qui se passe dans les tumeurs. Et peu à peu, on comprend ça et on arrive à... On peut même mettre en culture les lymphocytes des patients et leurs cellules cancéreuses et les faire interagir. Et si on arrive à faire ça avec une grande échelle et plus rapidement, ou même les mettre assez vite dans des animaux. Là, ce n'est pas encore des choses qui se font aujourd'hui, mais ce n'est pas de la science-fiction. On va y arriver un jour. Peut-être, Olivier le ENAF, quand on vous a proposé de participer à cet essai clinique, bon, à ce protocole, vous l'avez dit, est-ce que vous êtes posé des questions? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux patients peut-être qui nous écoutent aujourd'hui sur ce sujet? Bah, écoutez, bon, d'abord, je ne me suis pas posé trop de questions, puisque l'alternative, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'était pas hyper enthousiasmante, hein, puisque c'était passé donc, dans des soins palliatifs qui forcément est beaucoup moins porteur d'avenir. Donc moi, je l'ai vu comme une bouée de secours, quelque part. Après, bon, j'ai un naturel un petit peu optimiste et plutôt l'envie de faire confiance spontanément au corps médical. Donc j'y suis allé, j'ai envie de dire, non pas la fleur au fusil, mais pas loin. En tout cas, clairement, les contreparties ont été expliquées aussi. Je crois que ça a été évoqué par un patient tout à l'heure sur les différents examens complémentaires qu'il faut faire, sur le fait que ces examens puissent servir à d'autres, sur le fait que mes cellules peuvent parcourir le monde. Je dis tant mieux, tant mieux. Parce que quelque part, encore une fois, si en tant que patient qui a la possibilité de bénéficier de ce traitement-là, parce que je pense que malheureusement, d'autres patients qui sont dans mon cas n'ont pas eu cette possibilité-là. Donc moi, j'ai considéré ça comme une chance quelque part. Et si en contrepartie de cette chance, je peux en faire profiter, peut-être pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux de demain, ben, écoutez, c'est très bien. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme ça. Alors, on a une question sur de savoir si les anticorps bispécifiques sont une autre voie prometteuse dans l'immunologie et si on l'explore à Gustave Roussy ou au sein d'essais cliniques. Qui veut répondre. Ouais, peut-être un commentaire sur le sujet. Donc, tout à l'heure, Camille Bigenwald en a parlé. Aujourd'hui, les anticorps bispécifiques, ça veut dire qu'au lieu de cibler une seule chose, on va cibler deux choses, voire parfois trois. Et aujourd'hui, c'est une réalité pour différents cancers, en particulier en hématologie. Il y a plusieurs anticorps bispécifiques qui sont utilisés dans des tumeurs hématologiques. Je laisserai Camille en parler. Et sur les tumeurs solides, c'est une réalité aux États-Unis. Caroline, tu pourras peut-être nous dire si c'est en France pour un des médicaments bispécifiques CD3 qui est utilisé dans le mélanome, mais un mélanome, un sous-type particulier qui est le mélanome de UV. Et pour les autres types de cancers, c'est en fort développement aujourd'hui. Donc nous, à Gustave Roussy, on a ce service, le DITEP, qui est dédié aux essais cliniques précoces avec les nouveaux médicaments. Et je peux vous le dire, ces anticorps bispécifiques sont une part importante de notre recherche clinique. Il y a différents types de médicaments qui sont développés. Et dans ces cas-là, effectivement, la plupart du temps, c'est des médicaments qui vont
d'un côté, stimuler le système immunitaire et de l'autre, reconnaître la cible, la cellule tumorale. Et donc, c'est des médicaments qui, aujourd'hui, sont dans les différentes phases. Certains sont en phase 1, d'autres sont en phase 2 et d'autres arrivent en phase 3. Donc, on a clairement un avenir sur ces stratégies thérapeutiques en tumeurs solides, même si aujourd'hui, c'est déjà une réalité dans les tumeurs hématologiques. Dr Camille Ligonval, Oui, oui, effectivement, on les utilise beaucoup en hématologie. C'est à peu près les mêmes cibles que les CAR-T-cells. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est un médicament qui est disponible immédiatement, contrairement aux CAR-T-cells. Et on l'a à la fois en essai clinique ou en traitement plus standard. Et je pense que ça va être des médicaments très, très prometteurs à l'avenir. Merci. Alors, on a une question dans le fil. Si vous avez encore vos dernières questions-réponses, n'hésitez pas. Onglet questions et réponses de ce chat. On nous demande si on a des essais cliniques en cours avec des nanobodies et qu'est-ce qu'on pense de cette technologie? Qui veut répondre? Alors, si je ne me trompe pas, c'est une marque déposée, Nanobody, mais en l'occurrence, c'est des stratégies avec des médicaments où, au lieu de prendre l'anticorps dans sa globalité, on va aller récupérer une partie plus petite de l'anticorps, qui est celle qui reconnaît directement la cible. L'intérêt, c'est d'avoir une diffusion plus générale dans l'organisme par rapport à un anticorps. Donc, c'est des essais cliniques qui sont en cours, ce n'est pas des médicaments qui sont approuvés, mais en tout cas, dans la palette des traitements qui sont développés aujourd'hui, ça fait partie des axes de développement. Alors, sur les phases 1 de mémoire, je ne serais pas capable de vous répondre, mais je laisse peut-être notre directeur de la recherche clinique nous dire s'il a connaissance de cette spécifique classe nanobody, mais qui est encore une fois une marque déposée. Et en l'occurrence, je pense que des stratégies avec des petites molécules aujourd'hui d'immunothérapie, ça se développe et on en a notamment en phase 1. Alors, tu l'as dit, c'est effectivement c'est une autre façon de faire de l'immunothérapie. Est-ce que ce sera suffisant pour déclencher la réaction immunitaire? Oui, ça diffusera mieux dans l'organisme, mais il faut aussi que ça déclenche. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais oui, il y a des essais thérapeutiques avec ces technologies. Alors, une question qu'on nous pose souvent, et on va peut-être profiter de ce webinaire pour en dire un petit mot. Il y a des patients qui nous demandent si les essais cliniques sont réservés à des cancers rares. Il y a des essais cliniques qui sont dédiés aux cancers rares, et puis il y a des essais cliniques qui sont dédiés aux cancers fréquents. Il y a des essais cliniques comme les essais de phase 1 où les patients, quel que soit leur type de cancer, peuvent intégrer l'essai. Donc oui, c'est sûr que quand on s'intéresse aux tumeurs plus rares, et les tumeurs pédiatriques en font partie, avoir un intérêt fort d'un industriel au départ pour développer son médicament est plus difficile que dans des tumeurs fréquentes. Et sauf s'il y a un argument biologique très fort pour dire ce médicament va marcher dans cette maladie rare, parce que c'est le bon médicament et la bonne cible est sur cette maladie rare, alors ce sera souvent un peu plus tardivement dans l'histoire du développement du médicament que les essais sur maladies rares verront le jour. Et est-ce qu'on peut peut-être, professeur Bess, expliquer comment aujourd'hui on fait partie d'un essai clinique, comment on intègre un essai clinique, en tout cas Gustave aussi? Il y a pas mal de sites internet maintenant qui parlent de ces essais thérapeutiques. La plupart des grosses institutions affichent leur liste d'essais thérapeutiques. Alors, c'est sûr que pour un patient, ça peut être difficile de naviguer, même si on essaye le plus possible de vulgariser ces essais pour comprendre. Il ne faut pas hésiter à prendre un deuxième avis ou au moins demander à son oncologue, est-ce que j'aurais accès à un essai thérapeutique? Et souvent, les oncologues ont des réseaux de centres de référence, on pourrait les appeler comme ça, où on a un gros volume d'essais thérapeutiques. Et il y a des essais thérapeutiques, je crois que c'est important de faire passer le message, quel que soit le stade de la maladie. Et même quand la maladie est à un stade facilement curable par une chirurgie, une radiothérapie, on peut toujours essayer de faire mieux. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander, et puis le médecin, alors on ne peut pas avoir un essai thérapeutique partout, on est obligé de recevoir l'essai thérapeutique dans l'établissement qui a été agrémenté, on va le dire, pour l'essai thérapeutique. Donc ça peut parfois obliger à faire quelques kilomètres,
mais on est reçu par l'investigateur qui va expliquer le pour, le contre, le rationnel, pourquoi on le fait, est-ce qu'il y a un tirage au sort, est-ce qu'il y a un placebo, et on pourra, avec une notice d'information qui est en général très complète, en rediscuter par exemple avec son médecin traitant avant de prendre sa décision. Il n'y a jamais d'urgence à décider, mais c'est toujours bien d'aller chercher d'autres solutions. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir avant qu'on laisse à nouveau la parole au professeur Besse, peut-être pour conclure ce webinaire, si vous avez un mot de la fin pour voilà, nos patients, en tout cas tous ceux qui nous ont suivis? Il n'y a pas de questions. Eh bien, je vais laisser donc le mot de la fin au professeur Benjamin Besse et peut-être nous dire pourquoi, là, on a évoqué donc pas mal de choses, nous dire en tout cas en quoi ces 4 pistes représentent aujourd'hui un espoir pour les patients qui sont atteints d'un cancer. Je crois qu'on est à 10 ans, plus de 10 ans de développement de l'immunothérapie, et finalement, quand on entend les discussions, on a l'impression qu'on est au tout début de l'aventure. On a 2 grandes familles de médicaments, les anticorps contre les points de contrôle qu'on utilise surtout dans la plupart des tumeurs solides, et puis les CAR-T qu'on utilise surtout en hématologie. Et on sent bien que les 2 univers vont devoir se rencontrer et qu'on espère que chaque technologie pourra apporter un bénéfice à tous les types de cancers. On a parlé de l'immunothérapie personnalisée, c'est un Graal, il faudra sûrement du temps pour y arriver, mais on a déjà des marqueurs qui nous permettent de savoir qui pourrait répondre à quoi. Donc, on est au début de l'aventure, on a des grandes pistes, on a ces médicaments qui marchent, qui sont sur le marché et qu'il faut booster. Et on a beaucoup entendu parler association parce que mon immunothérapie, je sais qu'elle peut fonctionner, mais il faut un coup de pouce là, au système immunitaire. Alors, on peut vacciner, on peut injecter en intratumoral, on peut donner des médicaments par voie orale, mais ça aussi, c'est une grande piste pour le développement, les associations. À Gustave-Roussy, nos cliniciens sont directement branchés avec nos laboratoires. C'est une de nos grandes forces, c'est ce qui nous caractérise, c'est pour ça qu'on travaille ici. Camille a montré, elle mène ce programme en fait, qui permet d'amener, de prendre les échantillons directement du patient pour les amener au laboratoire, aussi de les conserver pour les analyser plus tard quand on aura d'autres technologies. Ça fait partie vraiment de ce qu'on aime faire et de là on souhaite progresser. On l'a dit, on souhaite comprendre quel patient va répondre à quel traitement. On souhaite aussi comprendre quel patient pourrait développer telle toxicité. On a parlé brièvement du microbiota, mais il y a d'autres laboratoires qui développent par exemple des tests pour vous dire quel est l'âge de votre système immunitaire. Est-ce qu'il est encore capable de répondre à une stimulation ou est-ce qu'il va falloir, au contraire, le pré-traiter pour le rendre capable de répondre à une stimulation. Voilà. Pour vous dire que le champ est extrêmement ouvert, à la fois dans les maladies avancées. On a un peu trop tendance à parler de ces essais thérapeutiques comme des essais de recours en cas d'échec, même si on a entendu qu'on pouvait avoir des très belles histoires, mais c'est à tous les stades de la maladie qu'on espère développer ces nouveaux médicaments. Eh bien, merci beaucoup. Merci, professeur Benjamin Besse. Et puis, merci à tous nos intervenants d'avoir rendu finalement ce sujet clair en nous restituant tous les enjeux de l'immunologie dans la recherche d'aujourd'hui et de demain au bénéfice des patients. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et que le lien du replay sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, un dernier mot pour vous dire aussi que l'argent est le nerf de la guerre et que les dons servent à faire avancer la recherche, permettent à davantage de patients d'être inclus au sein de ces essais cliniques qui ont un coût. Donc, bien, rendez-vous sur www.gustaveroussy.fr pour faire un don. Et merci encore une fois de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres webinaires de Gustave, des entretiens de Gustave. Merci.